Tu me fais tourner la tête. Mon manège à moi, c'est toi. Je suis toujours à la fête quand tu me tiens dans tes bras. Bonjour les caméléons, bonjour Doc Morin. Hey, bonjour Dan. Bonjour Joël. Bonjour Joël. Bonjour à vous, on vous retrouve aujourd'hui dans le jardin. C'est l'été, sous le pommetier. Oui. On continue nos podcasts qu'on a commencé en début d'année, ça va être notre 7e. On est très content aujourd'hui de recevoir Joël. Aujourd'hui, notre sujet, on parle de la maladie bipolaire. Donc on veut démystifier un peu cette maladie-là. C'est sûr, briser les préjugés. Donc, on va se lancer là-dedans. Doc Morin, c'est quand même ta spécialité. Oui, la santé mentale. La santé mentale. Mais en fait, je trouve ça drôle parce qu'on a toujours peur de dire les vrais mots. On parle pas de santé mentale, on parle de maladie mentale. On a toujours peur de dire le mot maladie mentale. Comme on a toujours peur du mot, le mot démence aussi. C'est un mot dont on a peur au Québec, en particulier. Donc, au lieu de dire qu'on s'occupe de maladie mentale, on dit qu'on s'occupe de problèmes de santé mentale. Mais on parle de maladie mentale. Hein? Tout le monde a une santé physique. Tout le monde peut être malade physiquement. Tout le monde accepte ça. Tout le monde a une santé mentale. Donc, tout le monde peut devenir malade mentalement. On s'entend là-dessus. Mais c'est fou les préjugés qui existent à l'égard des maladies mentales chroniques, comme les troubles anxieux chroniques, la schizophrénie, la maladie affective bipolaire, les chocs post-traumatiques, les états chroniques. La dépression. La dépression, c'est un état temporaire parfois. Hein. Ça peut se résoudre. Puis une personne peut faire une dépression dans sa vie puis ne plus jamais en refaire. On appelle ça une dépression unipolaire. OK? Donc, c'est pas bipolaire, c'est une dépression unipolaire. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que tu es juste en dépression, tu n'as pas le high. Ça veut dire que la personne va aller dans un pôle, c'est-à-dire le pôle de la dépression. La bipolarité implique deux pôles. Le pôle de l'hypomanie ou de la manie ou de la psychose, les highs, et le pôle de la dépression. Donc, la bipolarité, ça le dit, c'est une alternance entre des états de dépression et de high qui vont se chevaucher ou s'entrefiler au fil du temps. La dépression, on comprend bien ce que c'est. En tout cas, je pense que tout le monde, ou à peu près, comprend c'est quoi la dépression. Mais le high, bien, c'est ça qu'on va essayer de comprendre aujourd'hui, mais on va le demander à Joël de nous en parler. Mais moi, ce que je vais expliquer par la maladie affective bipolaire, c'est que ce que j'entends souvent, c'est... Mettons, on voit quelqu'un, une fille, je sais pas pourquoi on prend plus les filles en exemple. Ah, ça doit être une estime bipolaire, tu sais, parce qu'une fille pète une coche. Ou un gars pète une coche, puis on entend des fois, ah, ça doit être un bipolaire. On entend ça des fois. Moi, ça me frise les oreilles. Ça n'a rien à voir avec la maladie. C'est la personnalité. Hein? On a tous une personnalité. Et notre personnalité peut être malade ou non. Mais quand on parle de personnalité limite, par exemple, personnalité borderline, des choses comme ça, des gens qui pètent des coches, c'est pas du tout la même chose que la maladie bipolaire. Puis je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui mélangent borderline, bipolaire. Attention, c'est pas du tout la même chose. Je pense que Joël va être à même de nous en parler. Ça peut être très frustrant pour les personnes qui sont atteintes parce que j'ai fait l'exercice tantôt. Dan, quand je te dis bipolaire, qu'est-ce que ça évoque en toi, spontanément? OK? Spontanément, avec tout ton bagage de connaissances, oui. Mais qu'est-ce que ça évoque en toi, spontanément, si je te dis bipolaire? Ben, qu'est-ce qui te vient en tête? Je pense à des cycles. Je pense un peu à ce que tu as... Des cycles? À des cycles. À des cycles. Puis là, moi, je le vois, le cycle. OK, mais le cycle, il n'est pas d'une heure à l'autre, hein? Parce que les gens qui pètent des coches, qu'on les traite de bipolaires, c'est pas ça. La bipolarité, c'est des cycles aux saisons, plutôt. Alors que les borderline vont avoir des cycles aux heures. Des fois, vont changer aux heures. Mais les bipolaires, un cycle de bipolarité, une humeur, là, ça peut... Oui, vous pouvez changer d'humeur si vous faites rentrer dedans en char, vous allez venir en maudit vite. C'est pas être bipolaire, ça, c'est de réagir. Un bipolaire ne va pas devenir psychotique en 30 minutes. Il ne va pas devenir dépressif en 2 heures. Il ne va pas devenir high en 2 heures. Ce sont des cycles au fil des saisons. Et les deux cycles saisonniers les plus vulnérables pour les bipolaires, les deux périodes à surveiller, c'est mars-avril, au début du printemps. Là, on n'a pas eu un gros printemps cette année, ça a été très vite.
où il y a le plus de fluctuations de switch maniaque, entre autres, dans lesquels les bipolaires vont devenir high. Et octobre-novembre, ça, c'est la période de l'année où il y a le plus de suicides. Pas juste chez les bipolaires. C'est la période où il y a le plus de suicides en général. Et chez les bipolaires, octobre-novembre, c'est une période, oui, où il y a plus de dépression, plus de switch en dépression. Mais ce que je tiens à dire aussi, avant qu'on laisse la parole à Joël, parce que je pourrais vous parler des heures sur cette maladie qui me fascine, les plus grands génies de ce monde étaient des bipolaires. Est-ce que vous en connaissez, des bipolaires célèbres? Mm-hmm. C'est fascinant, là. J'ai sorti... Vous avez juste à aller voir sur le web, là. T'en connais-tu? Marilyn Monroe. Marilyn Monroe. Robin Williams. Ouais. Kurt Cobain. Nina Simone. Winston Churchill. Russell Brand. Il y en a. Des bipolaires célèbres, là, il y en a. Van Gogh était bipolaire. On dit qu'Einstein était peut-être bipolaire aussi, qu'il avait ses éclairs de génie quand il avait ses highs. Donc, ça me rassure. Puis en même temps, je pense que tu es quand même très éduqué, Daniel, pour oser nous dire que quand on te dit le mot bipolarité, tout ce qui te vient à l'idée, c'est des cycles. Parce que pour la plupart des gens, quand on dit bipolarité, ce qui vient à l'idée, c'est la folie. Ouais. Ouais. C'est la folie. Mais ça, c'est un jugement, là, de dire la folie. Oui, on c'est est un tous jugement. un peu fous, là, anyway. Et la folie se rapproche du génie. Mais c'est ça que les gens pensent quand on dit bipolarité, lithium, psychiatrie. Les gens pensent à la folie, alors que moi, je vous dis que la bipolarité se rapproche du génie. Alors, parlons-en, puisque Oui. personne n'en parle. Exact. Joël, bonjour. Bonjour. Comment ça va aujourd'hui? Ça va très bien. Ça va aller bien encore dans 2 heures? Oui. Oui, tu es dans une bonne phase. Je suis dans une très bonne phase. Donc, Joël, d'où tu viens, toi? T'es né où? Moi, je viens de Québec. Québec City. Oui, de Québec. Toute ma famille est à Québec. Est-ce qu'on peut je sais qu'on ne demande pas l'âge d'une femme, mais entre femmes, on peut se le demander. Quel âge J'écoute as-tu? pas. J'ai 33 ans. T'as 33 ans, l'âge du Christ en plus. Exactement. Puis habillée tout en blanc de même, t'as l'air d'une sainte. Ah, Ouais. c'est merveilleux. Donc, t'es né à Québec? Ouais. Une famille normale ou toute fuckée? Ou, Tout à fait normal. J'ai les meilleurs parents au monde. J'ai un grand frère. J'ai eu la meilleure enfance au monde. Ma mère était à la maison, elle prenait soin de nous, puis mon père travaillait. J'ai passé une super belle enfance. T'as des frères et Comme sœurs? tout le monde. Oui, j'ai un grand frère Un grand frère, c'est ça. Ouais. qui s'est toujours très bien occupé de moi aussi. Donc, est-ce Famille que... normale, OK. rien de spécial. Une famille fonctionnelle. Oui, tout à Parce fait qu'on parle souvent de fonctionnel. famille dysfonctionnelle. Exactement. OK. Puis t'es allée à l'école. À l'école, est-ce que tu étais bonne à l'école? Est-ce que tu aimais l'école? J'ai moins aimé l'école, mais j'étais très bonne à l'école par contre. Pourquoi t'aimais pas l'école? À cause des standards. Parce que t'étais pas dans les standards ou parce que tu trouvais... Parce que je suis quelqu'un qui est très exigeante envers moi. OK. Puis j'ai toujours fait de l'anxiété aussi. OK. Même quand j'étais toute jeune, j'ai toujours fait de l'anxiété. Ah, c'était de performance? De vouloir être la meilleure? Oui, Puis exactement. c'était pas de la pression parentale, t'es faite comme ça. Je suis faite comme ça. Je m'en demande beaucoup. OK. Est-ce que Je t'es voulais performer. perfectionniste? Je suis très perfectionniste. OK. Donc, tu étais une fille qui a d'une bonne famille. Jusqu'à date, tout va bien. Jusqu'à date, on se demande comment ça qu'on l'a invitée. Elle n'est pas fuckée. Elle est pas folle. Elle n'est pas folle. Elle vient pas d'un milieu dysfonctionnel. Non. OK. Donc, tu as grandi à Québec, tu as été à l'école. Qu'est-ce que tu voulais faire quand tu étais petite? Quand tu étais plus jeune? Enfant, qu'est-ce que tu Éleveuse rêvais? de chats. Éleveuse de chats. chat. Ouais, ça, c'était mon rêve. Je voulais être éleveuse de chats. OK. Ouais, j'avais une tante qui élevait des chats, puis moi, c'est ça que je voulais faire. OK. Ouais. Puis, qu'est-ce que tu as fait? Maintenant, ce que je fais, Non, mais qu'est-ce que tu as... Parle-nous de ton parcours, en fait. mon parcours. Moi, j'ai eu la meilleure des enfances avec ma famille. Quand j'ai grandi, j'ai été au secondaire. J'étais dans un programme international. OK. Donc, très exigeant aussi pour les élèves. Déjà, mon côté anxieux était très élevé, le côté performance. Puis, mon début de secondaire a super bien été. Je me suis fait des amis, ça allait bien à l'école. Jusqu'à temps que j'arrive peut-être en secondaire 4. Là, j'ai vers l'âge de 15 ans. Ça a commencé à être plus difficile pour moi. Il y a des symptômes dépressifs qui sont apparus. À 15 ans?
Oui. Mais j'ai eu une rupture avec un copain quand j'étais jeune que j'ai trouvé ça très difficile. Puis à l'école, ça s'est mis à mal aller parce que justement, j'étais trop anxieuse puis je m'en demandais trop. Puis je me suis rendu compte, bon, les mathématiques, c'était pas fait pour moi. J'étais pas bonne en mathématiques. Puis on dirait que j'ai comme décroché. Toute la pression que je m'étais mise, puis j'ai décroché. Puis ça a commencé à mal aller dans ma vie. T'as perdu l'espoir ou t'as perdu l'estime de toi? Mais parce que ce que tu racontes, ça pourrait arriver à n'importe quel adolescent. Exactement. C'est juste que j'ai commencé mon adolescence, je pense, à 15 ans. Les menstruations sont arrivées. Moi, j'appelle ça les monstruations. Oui. Ça a été terrible pour moi, les menstruations à l'adolescence, là. Ma mère pourrait vous en parler. Mais c'est l'adolescence qui est embarquée. Il n'y a rien de spécifique qui est arrivé. Mais je me suis mis à avoir des symptômes dépressifs. À l'école, ils m'ont fait rencontrer une psychologue. Puis, mais j'étais comme toutes les adolescentes. J'étais rien de spécial. Mais pourquoi ils t'ont fait rencontrer une psychologue si t'étais comme toutes les ados? Ils étaient inquiets pour toi? Ils étaient inquiets pour moi parce que j'avais des idées suicidaires. Des idées suicidaires qui apparaissaient, oui. J'ai des pensées suicidaires, des pensées dépressives. Puis, vers l'âge de 15-16 ans, j'ai commencé j'ai eu des contacts, j'ai rencontré des garçons et tout ça. Puis je me suis mis à avoir des mauvaises fréquentations. J'ai commencé à fumer du pot. J'ai commencé à boire de l'alcool. Puis à 16 ans, secondaire 5, là, j'ai complètement décroché de l'école. Puis il est arrivé quelque chose dans ma vie. Je suis tombée en dépression grave. À 16 ans? À 16 ans. Puis quand tu as commencé à fumer puis à boire, ça te faisait du bien, j'imagine. Oui, ça te faisait du bien? Ça me faisait du bien. Fait que c'est pour ça que tu as continué? Oui, ça calmait l'anxiété. Ouais. Donc la dépression aussi? Exactement. Ça consommait-tu dans la famille? Il n'y avait pas de gros alcoolos dans la famille? Ben, mes parents boivent leur bière. Ils sont pas dépendants? Non. Okay. Non. Dans ma famille éloignée, j'ai de la consommation. Mais dans ma famille, il y a beaucoup aussi de santé mentale. Maladie mentale? Maladie mentale, mais anxiété et tout. Mais il y a aussi bipolarité, problèmes de consommation. Famille éloignée, j'en ai beaucoup, moi. Okay. Des deux côtés de la famille. Mais qu'est-ce qui peut faire qu'une fille de 16 ans veuille s'enlever la vie? Parce qu'à 16 ans, t'as pas de dette, t'as pas tant de soucis, t'as pas tant de problèmes. À 16 ans, t'as une peine d'amour. Oui, une peine d'amour peut rendre suicidaire. Ouais, c'est tout. Mais des idées intrusives de mort à 16 ans? Bien, j'étais plutôt dépressive de décrocher de l'école. Parce que là, à l'école, ça allait vraiment pas bien en secondaire 5. Et là, j'ai rencontré un garçon que là, je me suis mis vraiment à boire. Okay. J'ai vécu de la violence dans mon couple. J'ai pas été longtemps avec lui. Mais là, la dépression s'était installée, là. Mais est-ce que tu te sentais différente des autres? À 16 ans, oui, je sentais qu'il y avait quelque chose de spécial. Puis tu pouvais pas l'expliquer, puis tes amis n'étaient pas comme toi. Mais je me suis éloignée de tout le monde. Tu t'es isolée? Je me suis isolée. À cause de la consommation? Ou à cause de la dépression? À cause de la dépression. À cause de la dépression. Puis as-tu des amis qui ont... J'ai les meilleurs amis du monde. Qui ont reaché out, là, tu sais, qui sont venus voir, hey, on te voit plus, ça, est-ce que c'est arrivé? Ou, J'ai des amis depuis le secondaire 1 que je connais, que c'est encore mes meilleurs amis. Puis oui, ils sont beaucoup inquiétés, mes amis. Mais j'étais rendue, j'étais différente. Qu'est-ce qui aurait pu t'aider? Je pense à tous les jeunes qui peuvent nous écouter ou les parents, là, parce que je veux dire, 16 ans, tu commences à consommer, ça va mal à l'école, tu as une rupture amoureuse, on pourrait dire... C'est l'adolescence. C'est l'adolescence. C'est la même chose pour tout le monde. C'est normal d'être triste quand on a une rupture. Mais moi, je pense qu'est-ce qu'on aurait pu faire différente. De différent pour t'aider à ce moment-là? Qu'est-ce qui t'aurait aidé à ce moment-là? Le sais-tu? Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'aurait aidé? En fait, ce qui m'a aidé, c'est que j'ai été rencontrée en pédopsychiatrie. Ah oui, la pédopsychiatrie, toi, ça a été une bonne expérience? Ça m'a aidé, oui et non. Moi, je suis contente d'avoir été diagnostiquée jeune.
Quel âge tu avais quand on t'a dit bipolarité pour la première 18 ans. 18 ans? Ça faisait une semaine que j'avais mes 18 ans quand je suis rentrée en psychiatrie. T'es vraiment chanceuse parce que je dois le dire, là, il y a des études qui démontrent qu'il peut s'écouler de 12 à 20 ans entre l'apparition des premiers symptômes de la maladie affective bipolaire et le diagnostic et le traitement adéquat, 12 à 20 ans. Exactement. Donc, ces 12 à 20 ans-là, il y a plein de monde qui ont le temps de se suicider, de devenir toxicomane, de rentrer en prison. Donc, toi, tu as eu la chance à 18 ans qu'un pédopsychiatre te dise on soupçonne une bipolarité. Moi, j'ai eu la chance quand j'étais jeune que mes symptômes apparaissent jeunes puis que mes parents m'écoutent. Donc, tu as eu un high. S'ils t'ont diagnostiqué, c'est que tu as eu un high avant l'âge de 20 ans? Oui. C'est quoi un high? Moi, je suis bipolaire de type 2. Comment ça commence, un high? Un high... Moi, je déteste faire des highs. Tu n'aimes pas les highs? Je n'aime pas les highs. C'est comme être sur la coke ou le speed? Ça ressemble à être comme le speed, mais t'es pas bien dans ta tête. Moi, là, j'aime pas ça parce que tu te mets à penser. Mais ça roule tellement vite dans ta tête. Tu parles toujours dans ta tête. Il y a des voix qui te parlent toujours dans ta tête. Mais est-ce que tu entends des voix? Non, tu n'entends pas des voix, mais tu penses tellement vite. Tu sens... Tu fais des choses qui sont pas toi. Hypersexualisation, hyperconsommation. Puis ça m'a amené à faire des choses que c'était pas moi. Puis, parce qu'on dit que, tu sais, tous les cycles, tout high est suivi d'un down. Oui. Et c'est ça le plus dangereux, le crash. C'est là que les gens se suicident. C'est pas dans le high, c'est dans le down. Oui. On dit aussi que les bipolaires non traités vont souffrir de dépression 80 de leur vie et les highs, c'est seulement 20 Moi, je pense que j'ai fait 2-3 gros highs dans ma vie. Là. Je peux faire des petits highs saisonniers, mais rien de grave. Au niveau du sommeil, au niveau de l'humour, au niveau de la désinhibition. Tu dors plus, tu n'as plus besoin de dormir. Non. Moi, je compare souvent la bipolarité, pas pour t'interrompre, mais imaginez une autoroute. Tout le monde roule entre 80 et 110, 120, mettons, sur l'autoroute. Un bipolaire en hypomanie, comme dans la maladie bipolaire de type 2, ça roule à 160 sur l'autoroute. C'est pas sûr qu'il va se faire arrêter, mais ça se peut qu'il se fasse arrêter. Se faire arrêter, c'est se faire hospitaliser. Un bipolaire type 1 qui va monter en manie, là, il va rouler à 180, 200 sur l'autoroute. Lui, c'est sûr qu'il va se faire arrêter parce que les gens vont le trouver vraiment trop rapide. T'sais. Peux-tu faire la distinction entre le type 1 et le type 2? Oui. La bipolarité de type 1, c'est les gens qui vont avoir des manies, donc qui vont devenir à 180 km/h sur l'autoroute, puis qui éventuellement vont développer une psychose maniaque. On appelle ça une psychose maniaque. Ça, c'est la bipolarité de type 1. Et ils vont faire des dépressions tout autant que... le high dure trop longtemps. Bien, le high, en fait, la maladie bipolaire, là, le taux de suicide est de 15 à 20 fois plus élevé que dans la population générale. Parce qu'en psychose, en manie psychotique, il y a un très haut risque de suicide. Donc, on peut se suicider en high. En psychose, tout à fait. En down. Tout à fait. Dans les extrêmes. Le taux de suicide est 15 à 20 fois plus élevé chez les bipolaires que dans la population normale. OK? Oui. Puis, chez les bipolaires type 1, qui consomment, le taux de suicide toxicomane, le taux de suicide est extrêmement élevé. Et c'est pour dire que les highs, c'est pas si fréquent que ça. Puis souvent, chez les bipolaires, les highs vont passer pour un état normal parce qu'ils sont tellement habitués d'être dépressifs que quand ils vont bien, ils sont un peu high, on dit juste ils vont juste bien, alors que dans le fond, ça peut être high. C'est dur à diagnostiquer un bipolaire de type 2. Tu as été très chanceuse d'avoir ce diagnostic. J'ai été chanceuse. Mais peux-tu nous donner un exemple d'une chose que tu as faite dans un high que tu n'aurais jamais faite si tu avais été dans un état normal? Non. Non. J'aime mieux pas en parler. Non, mais des achats ou des choses comme ça. Oui, c'est ça que tu fais des achats compulsifs. De la séduction. Oui, de la séduction. Là, tu te mets à pas dormir, tu as des projets. Des projets? Oui, tu as beaucoup de projets. T'es comme toi, mais en mieux. Puis c'est ça. Il y a beaucoup de gens bipolaires qui aiment faire des highs. Mais moi, j'ai jamais aimé ça parce que je me mettais à faire énormément d'anxiété. C'est ça. Puis je me sentais pas bien à l'intérieur. C'est comme s'il y avait quelqu'un qui venait jouer un rôle à ta place. Exactement. J'étais pas moi-même puis j'aimais pas ça du tout. Puis j'ai eu énormément de problèmes de consommation avec l'alcool. Puis j'ai consommé de la coke, du speed. Puis la maladie mélangée avec la médication et la consommation, ça fait un mix pas beau.
C'est un mix toxique. À 18 ans, ça a changé quoi, la médication? J'ai commencé à prendre la médication. On m'a prescrit du lithium. Moi, j'ai essayé tous les médicaments disponibles sur le marché pour la maladie mentale. Il n'y a rien qui fonctionne. Pour l'anxiété, pour la dépression, non. J'ai toujours continué à faire des dépressions toute ma vie. C'est vers l'âge de 29 ans qu'on a trouvé la bonne médication pour moi. Ce qui est dommage aussi avec la bipolarité, c'est que le lithium, qui est un médicament, le gold standard, ne prévient que les highs et les psychoses, ne prévient pas la dépression. Moi, j'ai toujours fait... c'est intéressant. Ouais. Le lithium va t'empêcher d'aller trop loin dans tes highs. Mais ne va pas nécessairement prévenir les phases dépressives. C'est pour ça que ça prend une autre molécule pour traiter l'anxiété et la dépression. Moi, j'ai toujours été plus du type à faire des dépressions saisonnières, comme Doc Morin en parlait tantôt. Pour moi, c'est 2 dépressions par année. C'est des dépressions graves que j'ai fait à ne pas pouvoir fonctionner, à être hospitalisée en psychiatrie. J'ai été hospitalisée 8 fois en psychiatrie. 8 fois? Oui, de 18 à 21 ans, j'ai été hospitalisée 8 fois. Qu'est-ce qui t'a amené à l'hôpital? Des fois, c'était mes médecins qui m'obligeaient à aller à l'hôpital. Pourquoi? Parce que j'avais des idées suicidaires puis j'étais dangereuse pour moi-même. D'autres fois, c'est moi qui y allais parce que je me sentais plus capable. Je voulais qu'on prenne soin de moi. Je voulais un break de ma maladie, puis je voudrais qu'on prenne soin de moi. Un break de ma maladie, c'est quand même frappant ce que tu dis. Là. On souffre tellement. C'est ça que les gens... Tu sais, tantôt tu parlais, là. Bipolaire, moi, dans ma tête, les gens ils disent que c'est une crise de folle. Mais l'affaire, là, c'est que si les gens savaient à quel point qu'on souffre là-dedans, là, toute ma vie, j'ai souffert, puis c'est physiquement qu'on souffre, là. Tu le sens dans tes veines. Je me suis mis à faire de l'automutilation parce que ça me faisait du bien. Tu le sens physiquement, c'est comme si ton cœur, il y a quelqu'un qui t'avait pris un bout de ton cœur, tu le sens dans ta gorge, dans ta peau. On souffre tellement. Je pense qu'il y a aussi un état d'hypervigilance qui s'installe quand les gens sont pas bien, que tu ressens les autres aussi. Oui. Là. On est hypersensible aussi. Les bipolaires sont des gens extrêmement sensibles. Extrêmement il y a beaucoup d'artistes. Tu as un côté artistique, on a un côté artistique, on a un côté émotionnel vraiment développé aussi, là. On ressent les choses. Puis toi, tu crées aussi. Je pense que c'est une façon de canaliser ta maladie, c'est de créer. De dessiner. Le beau petit veston que je porte, c'est une gracieuseté de Joël. C'est écrit Doc Morin dans le dos. Joël, elle fait des vêtements, elle retape des vêtements. Elle m'a fait un petit veston en jeans que je porte fièrement. Peinturer, c'est vraiment de l'art. C'est de l'expression en soi. Puis c'est libérateur. Tu penses pas, ça libère, ça fait du bien. La créativité, ça a été une soupape pour toi? Oui. Est-ce qu'un bipolaire peut consommer? Mettons qu'il est traité. Moi, je peux pas consommer. Moi, je vais parler de moi, là. Moi, je peux pas consommer. OK. Donc... Moi, j'ai une personnalité addictive. J'ai été en désintox à l'âge de 19 ans pour arrêter la drogue et l'alcool. À 19 ans? À 19 ans. Puis c'était ma décision. Parce que je me voyais aller, puis j'ai fait plein de thérapies dans ma vie, de toutes les sortes, puis ça a toujours été ma décision parce que j'ai toujours voulu m'en sortir. Fait que pendant comme 3-4 ans, j'ai arrêté de consommer au complet. Plus tard dans ma vie, je me suis dit, hey, je suis guérie. Je peux boire un verre de vin, je peux prendre une bière. Mais l'alcoolisme, ça se guérit pas. Puis comment t'as fait pour arrêter de consommer pendant 4 ans alors que tes médicaments étaient pas... C'était pas encore les bons pour toi? Je faisais beaucoup de thérapie dans ce temps-là. Qu'est-ce que tu faisais par thérapie? De la psychothérapie? Psychothérapie, j'allais à des centres. J'ai été en maison de réinsertion sociale aussi pour les jeunes. Okay. J'ai vécu là 1 an. La maison Marie-Frédérique à Québec. Avec un gros encadrement. Oui. Oui, puis j'ai rencontré un ami en désintox que lui aussi avait arrêté de rencontrer. Donc j'avais un bon cercle autour de moi, j'avais un bon soutien. Puis même si la maladie est encore là, malheureusement. Oui, c'est ça. Ça, on n'en parle pas. Tu sais, on parle des médicaments, des habitudes de vie, mais je dois dire... Les gens autour de soi, hein, j'avoue que c'est comme une grosse... Quand j'ai arrêté de consommer, par contre, j'ai beaucoup consommé de médication.
La switché dans la médication. Ouais. La médication que mes médecins me donnaient, j'ai surconsommé de la médication. Tu n'en prenais plus que ce qui était prescrit. Ouais. Ça te faisait du bien. Je voulais juste dormir. Ah, tu Ouais. voulais Oublier. dormir, donc tu n'allais pas bien. C'était pas la bonne médication. J'ai jamais eu la bonne médication. OK. Bien, pourtant, tu n'as pas l'air d'une fille qui veut Maintenant, dormir. oui, à 29 Maintenant, ans, ça on l'a va? trouvé. là. OK. À 29 ans, on a trouvé la bonne médication. La bonne molécule. Ouais. Bien, c'est ça que je disais tantôt. Combien s'est écoulé d'années? 29 ans, 18 ans, 11 ans. Ouais. Il s'écoule de 12 à 20 ans entre l'identification des premiers symptômes puis la vrai bon traitement. C'est long, hein? C'est Mais très à long. travers toutes ces années-là de recherche d'équilibre, parce que c'est toujours une recherche d'équilibre, la maladie des troubles de l'humeur qu'on appelle, qu'est-ce qui fait que tu es encore là, tu penses? Qu'est-ce qui fait que tu t'es pas enlevé la vie pour... Qu'est-ce qui fait que tu l'as pas fait? J'aimerais ça que tu donnes un message à tous ceux qui ont des idées noires puis qui peuvent perdre espoir, là. Comment ça que tu es encore là, dans le fond? Je veux avouer, une fois, j'ai essayé que là, j'étais plus capable. Mais c'est ma famille qui m'a tenu en vie. C'est mes amis, ma famille. C'est le tissu social. Je pouvais pas faire ça à mon frère, je pouvais pas faire ça à mes parents. Puis j'ai toujours voulu être heureuse. Je me suis toujours dit qu'un jour, j'allais être heureuse. Tu n'as jamais perdu l'espoir qu'un jour tu allais être heureuse. Non. Wow. Puis Ouais. l'amour, tu sais, c'est l'amour. C'est là. vraiment l'amour C'est et le fort. tissu Ouais. social. C'est pour ça que Ouais. moi, je trouve ça triste pour tous les gens qui sont seuls, là. Moi, j'ai eu de la Ça chance doit être dans ma extrêmement malchance. difficile. C'est vraiment les relations humaines, hein, le Oui. tissu social qui nous sauve. Je vois tellement de jeunes qui souffrent puis De- qui n'ont personne autour d'eux, Solitude. que moi, je me compte chanceuse d'avoir eu. Parce que si ma famille n'était pas là, je serais certainement pas là. Ou je serais itinérante, puis je consommerais, puis je serais pas heureuse, ça, c'est certain. Donc, ta famille t'a jamais rejeté à Non. cause de ça. Il aurait pu parce que je leur ai tout fait, mais ils m'ont jamais rejeté. OK. Fait que c'est vraiment la famille, le support moral, Le- c'est pas... Pas laisser vos adolescents souffrir seuls. De jamais les abandonner. Ne jamais dans le les fond. abandonner. De jamais abandonner ceux qu'on aime, même quand ils Ouais. vont pas bien. Ouais. Ben, on dit que c'est ça, l'amour véritable, c'est quand on connaît quelqu'un par cœur puis qu'on l'aime quand même. Exact, C'est ouais. ça l'amour, dans le fond. Exact. C'est quand tu connais tous les défauts puis tu l'aimes pareil. C'est C'est ça. ça l'amour. C'est ça. Wow! Puis, est-ce que toi, tu t'es déjà buté à des préjugés ou des contextes dans lesquels tu as dû le dire ou tu l'as pas dit ou, je sais pas moi, tu as une date avec un gars? Tu lui dis-tu le premier soir que t'es bipolaire? Non. Non, hein? C'est ça. C'est quand même Il quelque va chose s'en de aller en personnel. courant. C'est ça. Les gens ont peur, hein? Plus jeune, j'en parlais ouvertement. Puis ça s'est retourné contre toi? Oui, parce que déjà quand tu le dis, les gens ont une mauvaise opinion de toi. C'est comme... Tu peux pas trouver un emploi puis dire à ton employeur que t'es bipolaire en partant, là. Non. Ça marche pas, là. Tu peux pas rencontrer quelqu'un, un garçon, puis lui dire que t'es bipolaire, là. OK. Ça prend du temps à dire ces choses-là pour que les gens t'apprennent à te connaître puis ils voient que t'es pas une crise de folle, là. C'est fou, hein? Parce que, Que ça me c'est fait, pas un préjugé, ça me là. fait presque penser au VIH. Ouais. La séropositivité, hein? À qui tu ouvres là-dessus? C'est ta vie personnelle, là. Mais il y a autant de préjugés, je pense, contre la maladie mentale que contre le VIH. C'est des préjugés. Oui. C'est des Fait préjugés que tu qui choisis font à qui mal. tu le dis. Toute Ça, notre vie, c'est le on- moment. Oui, tu choisis à qui tu le dis, puis on se bute tellement à... Toute notre vie, on entend des préjugés sur la maladie mentale. Puis on se voit aller, là. Mhm. On n'est pas niaiseux, Mm. on n'est pas fous. On est des... Tu sais, on le sait qu'on fait une dépression, on le sait qu'on fait un high. Pourquoi nous juger quand on souffre tellement à l'intérieur? Mm. Pourquoi pas nous donner de l'aide à la place, là? Oui, bien en fait, c'est que les gens ont peur parce qu'ils savent pas. Qu'est-ce qui fait peur, moi, je pense, c'est l'inconnu. Ouais. Et je pense que les gens ne savent pas quoi faire avec la souffrance. Ça, Moi, c'est je pense vrai. qu'ils savent juste pas quoi faire avec la souffrance. Donc, on préfère fermer la boîte puis s'éloigner, abandonner ou dire c'est une crise de folle. Mm. On s'en mêlera pas, c'est juste une folle. Elle est juste malade. Ben, même pas elle est malade, elle est juste folle. C'est beaucoup plus facile d'ignorer que de palper la souffrance. Oui.
Mais pourtant, la bipolarité, il y a aussi, je veux dire, tu as l'air d'une femme épanouie, heureuse, tu as une belle vie. Très belle vie, oui. Qu'est-ce que tu dirais à des jeunes dans la vingtaine qui... Parce que, tu sais, la bipolarité, les symptômes peuvent même apparaître dans l'enfance. Hein. Il y a des enfants qui font des dépressions, c'est un signe de bipolarité. Moi, je pense qu'à l'âge de 12-13 ans, j'en ai fait. 12-13 ans, tu avais déjà tes premiers épisodes dépressifs. Puis qu'est-ce que tu dirais aux jeunes qui peut-être s'identifieraient à toi ou d'en parler à qui? Parler à la personne que tu as confiance, premièrement. Si c'est pas tes parents, ça peut être un professeur, ça peut être la mère d'un ami, peu importe la personne que tu as confiance. Puis ça va être aussi de te trouver des modèles dans la vie. Oui, des mentors. Ça m'a aidé énormément de me trouver des modèles dans la vie que tu te dis, elle, quand je vais être grande, je vais être comme elle. Les mentors, les modèles, c'est tellement important. On n'a plus de ça, je trouve, de nos jours. Moi aussi, je suis d'accord avec toi. As-tu des modèles, toi? Des mentors? Ben oui. C'est tellement important. On apprend par imitation, de toute façon. Puis, moi, j'avais des questions. Tout le monde se pose, tu sais, la psychiatrie, tu sais, on n'en parle pas. Tout le monde sait c'est quoi l'hôpital psychiatrique, mais c'est quoi qui se passe en psychiatrie? Est-ce qu'ils vous attachent? Est-ce qu'ils vous donnent des piqûres dans les fesses? Est-ce que tout le monde est schizophrène? C'est quoi comment ça se passe, un séjour en psychiatrie? Une belle fille comme toi en psychiatrie, je veux dire, t'avais pas peur? T'étais pas allé comme... C'était pas un camp de vacances quand même, là. Ça fait peur parce que on arrive là avec des préjugés, premièrement. Tu te dis c'est une gang de malades, puis... OK. Fait que même toi, comme patiente, tu dis j'irai pas cette gang de malades-là. Oui. OK. Parce qu'on connaît pas la maladie mentale. OK. Mais j'ai vu des choses que j'aurais aimé ça pas voir, la souffrance humaine, à quel point c'est horrible. OK. J'ai vu des gens souffrir. J'ai eu un infirmier qui m'a aidé à me relever de ma tentative de suicide, qui me marquait des mots le matin sur ma table de chevet. J'ai vu des gens qui ont essayé de nous aider, mais j'ai vu beaucoup de souffrance. Je peux pas dire que c'est le meilleur endroit où être quand t'es malade. Mais c'est des gens qui vont être là pour nous aider. Puis, est-ce que ça fait longtemps, la dernière fois que tu as eu besoin d'être interné, si c'est pas trop indiscret? J'y ai pas été retournée depuis que j'ai 21 ans. Là, tu as 33. J'ai 33 ans. Donc, ça fait 12 ans que tu n'as pas... Ouais. Donc, quand on est traité, on peut fonctionner, pas être parfait, mais on peut fonctionner assez normalement pour ne pas avoir besoin d'être réhospitalisé. Mais maintenant, tu vois, depuis que j'ai 29 ans, avec mon nouveau médicament, j'ai arrêté de boire de l'alcool. Donc, je consomme plus de drogue, je consomme plus d'alcool. J'ai un emploi à temps plein. J'ai un copain, j'ai mon appartement, mon chat, tout ce que j'ai voulu dans ma vie, je l'ai présentement. Puis ça va très bien. Puis en étant bipolaire, on peut être tout à fait normal, là. On peut avoir une belle vie comme tout le monde. Puis depuis que tu as 29 ans, donc là, tu as les bonnes molécules. Oui. Là, tu viens de parler des côtés positifs, là. Ouais. C'est quand même super d'arrêter de boire. Puis c'est quoi les effets secondaires? Est-ce qu'il y a des revers La médication. à cette médication-là? Ce médicament-là, j'en ai pas trouvé. Mais pourtant, j'ai essayé énormément de médicaments dans ma vie qui m'ont fait prendre du poids. Dormir énormément. Après ça, j'ai eu des problèmes de cœur, j'ai eu des problèmes de vessie. Une question indiscrète. Ouais. Bien, je le sais la réponse, mais je vais te la poser quand même. Toi, Dan, tu savais-tu ça que tous les médicaments psychiatriques, là, en tout cas ceux-là contre la dépression, l'anxiété puis la bipolarité, là, qui ont des effets sexuels? Ben oui, je sais. Non, mais c'est pas cool, hein? Tu sors quelqu'un, tu viens me voir pour une dépression, je te traite, 3 mois plus tard, tu vas bien, mais tu bandes plus. Selon moi, c'est la principale raison de la non-observance de ces médicaments-là pour les gens qui ont des troubles anxieux. Oui. Est-ce que c'est vrai, ça, que les médicaments psychiatriques, ça t'empêche d'avoir des orgasmes, ça t'empêche d'avoir de la libido? Est-ce qu'il y a moyen de s'ajuster là-dedans si c'est pas trop indiscret? Il y a des médicaments que j'ai pris dans ma vie que c'est vrai que c'était plus difficile, OK. mais c'est pas tous les médicaments. Puis j'ai une vie sexuelle comblée, là. J'ai pas... C'est pas vraiment un handicap à vie. Non.
puis à choisir entre pas prendre ta médication puis peut-être avoir plus de libido, des orgasmes plus facilement, mais risquer d'être tombé malade. Jamais. Ou prendre ta médication puis être stable puis tolérer que peut-être que ça va être un peu plus fastidieux pour ton chum de t'amener au sommet. C'est mieux de prendre ta médication. Toujours. J'ai jamais manqué un soir de médication. Parfait. Ça, c'est super important ce que tu viens de dire. Je pense que c'est la clé. Ouais. Il existe des traitements pour la maladie affective bipolaire qu'on connaît bien. Il en existe là, maintenant, on ne les nommera pas, là, mais il y en a au moins une quinzaine, une vingtaine peut-être, de molécules qui peuvent être utilisées dans le trouble bipolaire. Ils ont tous des profils d'effets secondaires différents. Mais les nouvelles molécules ont moins d'effets secondaires que les plus anciennes. Puis le lithium, en passant, là, le lithium, là, ça coûte rien. À part qu'il faut surveiller les reins puis la thyroïde, là, il faut faire des prises de sang au moins 2 fois par année, je vous dirais, là, puis doser le médicament aussi. Il n'y a pas vraiment d'effet secondaire plate à ça, tu sais, fait que, puis ça coûte pas cher. Il y a l'épival aussi, il y en a d'autres, là. Mais je pense que tu viens de dire la clé, c'est que, tu sais, si tu étais diabétique, tu avais besoin d'insuline parce que tu n'en produis plus, bien, tu accepterais de prendre l'insuline sans te poser trop de questions pour survivre. Mais pourquoi, dans la maladie mentale, les gens refusent tant que ça la médication, puis ils comprennent pas que c'est comme une pièce du puzzle, que si tu... Pour moi, c'est comme s'ils acceptaient pas leur diagnostic. Oui, mais pourquoi en maladie mentale? Justement à cause des préjugés. Parce que je veux dire, tu reviens d'un arrêt de travail pour un cancer du sein, là. Hey, tu vas avoir des ballons puis des fleurs sur ton bureau. Ouais. Mais tu reviens d'un arrêt de travail pour une dépression. Les gens te jugent. Je me suis fait dire de changer d'emploi. Change de job. Okay. Sens-tu de l'amélioration? Maintenant? C'est quand même là, depuis que tu as 18 ans versus maintenant. Est-ce que tu sens une ouverture un peu plus grande maintenant, face à ça? Oui, on dirait. Oui. Mais ça va par... ça va par personnalité aussi. J'ai rencontré des gens qui étaient extrêmement butés dans ma vie à la maladie mentale. Mais j'ai rencontré des personnes très ouvertes qui... Puis justement, moi, ce qui m'a guéri... Bien, ce qui m'aide à m'en sortir dans la vie, c'est l'acceptation des gens autour de soi. On ne peut pas les changer. Non. Mais il y a des gens qui vont t'accepter comme tu es. Ça, je trouve ça incroyable parce que ça nous aide tellement. Parce que nous aussi, on a des préjugés, puis on a toujours peur d'être un préjugé, d'être traité de folle et tout, de dire que tu t'en vas en dépression, c'est honteux. Puis quand les gens t'accueillent à bras ouverts, ça fait du bien. Ouais. Moi, j'ai un truc, il faut remplacer le jugement par l'amour, tout simplement. Oui, c'est super facile ça. À faire. Il faut juste ouvrir son cœur, puis descendre un peu, là. Sortir de sa tête. C'est ça. Puis descendre. Exactement. Ça a l'air facile, là, mais il faut croire que ça ne l'est pas. Serait... On ne vient pas au monde... Il y a plusieurs facteurs là, pour la maladie bipolaire, des facteurs génétiques, des facteurs environnementaux, des facteurs sociaux. Mais tu sais, je dis souvent, on ne vient pas au monde toxicomane, puis il n'y a personne qui rêve d'être bipolaire. Mais il y a des composantes génétiques, oui. Toi, dans ta famille, tu disais qu'il y en avait d'éloignés des gens. Des deux côtés, du côté de mon père et de ma mère, il y a de la maladie mentale. Y avait-tu déjà eu des suicides dans la famille, des cousins, des... Proches, non. Pas de suicide, OK. Jamais de proches. OK. Mais oui, puis il y a beaucoup d'anxiété. Mon frère, mon père, ma mère, c'est des gens qui font de l'anxiété à la base. Parce que avec la pandémie, mettons que l'anxiété est assez universelle maintenant. Oui, ça c'est certain. Mais des deux côtés de ma famille, il y a de la maladie mentale. OK. Je suis née avec ça. C'est ça. Donc, ça se développe au fil des années. Mais si tu es né pour être bipolaire, tu vas être bipolaire. C'est ça. C'est comme la schizophrénie, tu sais. Puis T'es prédestiné. C'est comme dans notre code. Ça dure, je veux dire. Il n'y aura pas avec l'âge ou, je sais pas, la ménopause éventuellement. Est-ce que ça peut changer? Est-ce que le diagnostic peut... C'est toute notre comme vie. s'atténuer avec le temps ou ça reste là tout le temps? C'est toute notre vie. Oui, hein? Pour les troubles de l'humeur, on dit que c'est à vie, comme les troubles psychotiques. Il y a des dépressions, une dépression unipolaire. Donc, est-ce que, mettons, tu fais un épisode dépressif une fois dans ta vie pour une raison, tu récupères, tu redeviens fonctionnel, tu n'es pas bipolaire, ça se peut que tu n'en refasses plus jamais. Pour les bipolaires, on le sait, 80% de leur vie en dépression. Donc oui, c'est un problème qui est chronique à vie. Puis c'est une dysfonction au niveau de la transmission, au niveau des neurones, là,
C'est vraiment cellulaire, c'est chimique. Hein? C'est vraiment un déséquilibre chimique. Donc, avec la médication, on rétablit la chimie du cerveau. Et en passant, c'est pas des médicaments qui gèlent. Hein? Si vous voyez quelqu'un qui a l'air gelé par ses pilules, premièrement, appelez-moi si c'est un de mes patients parce que mes patients, je veux pas qu'ils aient l'air gelé. Et d'habitude, ils n'ont pas l'air gelé pour leur pilule. S'ils sont gelés par leur pilule, c'est soit qu'ils en ont trop pris ou qu'ils ont consommé par-dessus. Ouais. Mais quelqu'un qui est traité, là, ça paraît pas. Non. Tu peux pas... S'il fallait qu'on voit dans le front du monde ces médicaments psychiatriques que les gens prennent en se promenant sur la rue, on serait très étonnés. Mais si tu as la bonne médication au bon dosage pour le bon fonctionnement, il n'y a personne qui va deviner que tu es médicamenté. Avant, c'était triste. Là, il y avait des médicaments psychiatriques qui donnaient ce qu'on appelait des dyskinésies tardives. Avez-vous déjà entendu parler de ça? Je vais le faire un peu. Là, c'est pas très beau, mais c'est des tics. Des trucs comme ça de la bouche. Les premiers antipsychotiques donnaient cet effet-là. Fait que dès que tu voyais quelqu'un sur la rue qui avait des tics comme ça, tu savais qu'il était psychotique. Ça, c'est quand même triste. Aujourd'hui, avec les traitements qui existent, les molécules qui existent, avec à peu près aucun effet secondaire, il n'y a personne qui peut identifier quelqu'un de loin en disant « Hey, toi, t'es bipolaire. » Oui, puis une fois qu'on sait que c'est une balance chimique qui est à corriger, bien, il me semble, là, ça le brise un peu, là, le jugement. Parce qu'après, tu le compares avec n'importe quelle autre maladie physique. Puis là, tu fais « Ah, OK, c'est un problème physique. » C'est une maladie que... Tu sais, on dit maladie mentale, mais c'est physique. Oui, c'est physique. Donc, tu sais, ça permet un peu de casser un peu le comportement puis la personnalité. Exact. C'est vraiment physique. C'est une vraie maladie physique. C'est ça. C'est neurobiologique. Puis c'est bien important de distinguer la personnalité de la maladie parce que les personnalités... Il y en existe 12-13 sortes, là, les personnalités narcissiques, antisociales, limites, borderline, dépendantes. 6 milliards de sortes, probablement. Bien, dans le DSM, là, dans le livre de psychiatrie, il existe 12 troubles de personnalité. Là. OK. Mais je trouve que les gens font beaucoup... Il faut faire de l'éducation, comme on fait en ce moment, de l'éducation, de la prévention, de l'information, pour que les gens distinguent la personnalité de la maladie bipolaire. Oui. Moi, je connais plein de crises de folle qui sont pas bipolaires. Exactement. Puis je connais plein de bipolaires qui ont de la folie dans l'âme, mais... ça se rapproche plus du génie. Puis, ils sont très stables dans leur vie, tu sais. Fait qu'il faut vraiment distinguer la personnalité qui ne se traite pas avec des médicaments. Exactement. Mais avec des psychothérapies à vie versus une personne bipolaire. Moi, je connais des bipolaires très timides et des bipolaires très extravagants. Il y a de tout. Puis c'est vrai que c'est physique. Moi, quand il y a un changement de saison, puis que, bon, il y a moins de soleil, l'heure change... je commence à avoir des symptômes dépressifs un peu. Même si je suis médicamentée et que ça va bien, ça va rester toute ma vie que je vais avoir plus de difficultés au changement de saison. Mais si ça va pas bien, j'appelle mon médecin, elle augmente ma médication, puis 2 jours après, je vais super bien. Si mes médicaments sont ajustés, c'est juste une question de médication. C'est ça que ça change. Je trouve ça bien ce qu'elle vient de dire. Elle dit, ça va pas bien, j'appelle mon médecin pour on ajuste ma médication. Au lieu de dire, ça commence à parler bien, je commence à essayer des petits, je vais m'acheter de l'alcool. Non, il faut pas. Non, parce que tu vas crasher. Ajuste ta chimie de la bonne façon. Exact. C'est ça. C'est bon, ça. C'est un bon réflexe, ça. Donc, tu es chanceuse d'avoir un médecin aussi, parce que c'est pas tout le monde qui peut dire ça, mais je pense que quand ça commence à pas bien aller, c'est de demander de l'aide. Oui. Qu'est-ce que tu penses de... Bon, tu n'as pas eu affaire à aller à l'urgence dans les dernières années, mais... On est rendu où, là, sur notre temps? Il nous reste 3 minutes. Il nous reste 3 minutes. J'allais juste te demander si tu as une petite critique du système de santé actuel en lien avec toutes les conséquences de la pandémie aussi, parce qu'on dit souvent que la santé mentale, c'est l'enfant pauvre de la médecine, que c'est mal évalué, mal traité. On l'entend souvent que les gens ne veulent pas aller à l'urgence parce que ils ont peur de ne pas être pris au sérieux. Toi, tu dirais quand même, si jamais quelqu'un se sent souffrant... Présentez-vous à l'urgence. De se présenter à l'urgence en toute sincérité. C'est ça que j'ai fait, moi. OK. Je pense que c'est important de retenir ce message-là. Oui. Parce que, malheureusement, avoir accès à un médecin, c'est très difficile, puis il faut aller à l'urgence. Malheureusement, c'est le seul moyen. Donc, quand quelqu'un est rendu qu'il a des idées noires avec un plan... Oui, il faut aller à l'urgence. Il faut se pointer à l'urgence. Et en passant, une fracture du fémur, c'est une urgence. Bien, un plan suicidaire, c'est une urgence aussi. Oui. Puis ça va être traité en urgence si la personne est sérieuse. Bon, on entend toutes sortes d'histoires, là, dire qu'ils ne m'ont pas pris au sérieux. Il y a des gens qui se suicident en sortant de l'hôpital psychiatrique. J'ai déjà vu ça, oui. Bon, le suicide, on n'en a pas parlé beaucoup. C'est une option pour ceux qui pensent qu'il n'y a plus d'autres choix à faire.
Mais qu'est-ce qui peut l'éviter? C'est vraiment une demande d'aide, de parler à quelqu'un. On en a déjà parlé dans un autre podcast, même appelé Suicide Action, ou parler à quelqu'un. Juste de parler. Fait que je pense que la pandémie a sûrement fait souffrir beaucoup de gens, pas juste des bipolaires. À cause de la solitude. Tu as parlé beaucoup des relations humaines tantôt, la famille, le tissu social. Ça, c'est vraiment primordial de pas... Don't burn the bridge, hein, de pas défaire nos liens sociaux. Puis, c'est ça que je te dirais, dans le fond, de prendre ta médication comme il faut. On n'a pas parlé d'exercice, alimentation, mais je pense que tu dois faire attention à tout ça. Un rythme de vie sain. Un rythme de vie sain. S'écouter. Quand j'ai besoin de dormir, il faut que je dorme, il faut que j'aie une bonne alimentation, faut que j'aie... Je pense que j'ai une vie de grand-mère, mais c'est ça qu'il me faut. Qu'est-ce que tu répondrais aux gens qui te disent, mettons, tu as eu le malheur de dire à quelqu'un que tu étais bipolaire, puis là, tu es super de bonne humeur dans une soirée, puis là, il y a quelqu'un qui dit « Check-la, elle a pas pris ses pilules ». Qu'est-ce que tu répondrais à ça? Une bipolaire de bonne humeur? Une bipolaire, as-tu le droit d'être de bonne humeur sans être high? Il faut juste pas dire ça. C'est celui qui a envie de dire ça, tais-toi. C'est ça. Je veux dire, tais-toi, c'est tout. Exactement, ça sera pas mon ami, ça. Puis la personne qui dit ça, ben, elle mérite même pas qu'on y réponde. Non. C'est vrai. T'as envie de le dire, tais-toi. Tu le dis, je te répondrai pas. C'est méchant. Exactement. Il y en a, par contre. Il y en a quand même des gens qui vont dire aux bipolaires, quand ils sont de bonne humeur, ben, elle n'a pas pris ses pilules ou garde-la, elle est high parce qu'elle est de bonne humeur. On les a tous entendus. Ça, là, ben, c'est ça. Je pense qu'à un moment donné, tu deviens immunisé contre ce genre de réflexion-là. Puis je pense que l'humour... Puis peut-être aussi les autres autour, tu sais. Tu sais, à un moment donné, il y a l'effet de groupe, là. Tu sais, tant qu'il y aura 2-3 ricaneux pour rire de ce genre de commentaires, la personne va le refaire peut-être dans 2 semaines. Mais si les ricaneux, ils rient plus, là... Ouais. Ben là, c'est un peu plus gênant peut-être de faire la joke poche. Ouais. Fait que, ouais, je pense que ça, là, c'est un gros morceau. Ouais. Juste ce qu'on fait là, si on peut comme juste casser cette espèce le stigma. C'est ça, ouais. Exactement. Le stigma, c'est... Puis t'envoies un super bon message. Tu parlais de modèle tantôt, mais tu peux être un modèle pour des plus jeunes qui se cherchent puis qui se demandent qu'est-ce qui leur arrive. Ça, c'est vrai. T'sais. Parce que finalement, on peut dire que c'est pas si compliqué que ça. Quand on t'écoute, ça peut finir par être simple. Quand tu fais les choses simplement, les premières choses, first thing first, donc les premières choses en priorité. Tu prends ta médication, tu acceptes, tu t'ouvres, mais pas n'importe qui, pas n'importe quand, pas n'importe comment. Non. Puis savoir demander de l'aide au bon moment. Oui. C'est ce qui fait que tu es encore en vie, en fait. Oui. Toujours continuer. Ne pas lâcher. Ne jamais abandonner, puis toujours aussi se rappeler, moi je dis souvent ça, puis je le pense quand je vis des moments difficiles, puis des bons moments aussi, tout état est temporaire. Tout passe. Le bonheur est temporaire. La tristesse est temporaire. Tout est temporaire. Un deuil, c'est temporaire aussi. Oui. Fait que les idées noires vont finir par passer si on demande de l'aide. Oui. Mais tout passe. Tout finit par passer. Puis je suis certaine que les fois que tu as eu envie de mourir, tous les bonheurs que tu as eu par après, tu t'es dit « Une chance que je l'ai pas faite! » Exactement. Tu n'aurais pas été là pour vivre tous les bons moments que tu vis. C'est ça. Ça, c'est formidable. En tout cas... merci de m'avoir invité. Moi, je suis très, très heureuse de t'avoir reçu. Je sais pas si tu avais un dernier mot à dire à nos caméléons, soit à Joël ou Dan. Juste... Ben, vas-y. Vas-y. Merci de faire ça. De faire ce que vous faites. Merci à toi. Pour que les gens se sentent moins seuls. Puis qu'on brise les tabous, enfin. Exact. En 2022, on peut-tu... C'est notre vie. C'est ça. T'sais, puis merci d'avoir plongé. Merci. Dans le jardin. Je trouve qu'on a eu une entrevue quand même assez linéaire pour une bipolaire. On n'a pas fait trop de coq à l'âne. C'était pas trop pire. La semaine prochaine, on va avoir la chance de recevoir un artiste très coloré, Chad, qui va venir nous parler de son parcours artistique, son parcours de vie. Et ça va être un beau continuum avec Joël, je pense. Est-ce qu'on reste dans l'univers on reste avec 2 artistes, de la d'abord. maladie mentale? Maladie mentale et artiste. Hein? Fait que la créativité, je pense, c'est la meilleure pilule aussi. Hein? Oui. Comme on fait les Une podcasts. passion. Une passion, c'est une bonne pilule. Mais des passions puis de la créativité, parce que les podcasts, pourquoi on les a fait, là? C'est
pas juste pour aider du monde, on est égoïste aussi. On fait ça pour nous parce que pendant la pandémie, on s'emmerdait royalement. Puis on voulait avoir de la créativité à faire et on a créé le podcast. Puis ça a été très thérapeutique pour nous aussi. Fait qu'on le fait autant pour nous que pour vous. Fait qu'on a hâte de vous retrouver. Ben oui, on espère que la petite vague de bruit de fond vous a pas trop incommodé pendant l'entrevue, mais on tenait à le faire dehors, on est tellement bien au vent, fait que j'espère que ça vous a pas trop embêté, la petite vague. Imaginez-vous qu'on était sur le bord de la mer, fermez vos yeux, puis dites-vous qu'on était sur le bord de l'eau. Why not? Eh bien, merci. Merci beaucoup. À la semaine prochaine. Merci, Joël. Merci. On remercie Martin, notre grand Manitou. Et Martin Bennett, caméraman et monteur, et François Richardot qui est à la mise en onde. Merci. Prenez soin de vous autres. Faites quelque chose que vous aimez aujourd'hui. Salut, bonne journée. Tu me fais tourner la tête. Mon manège à moi, c'est toi. Je suis toujours à la fête quand tu me tiens dans tes bras. Je ferai le tour du monde, ça ne tournerait pas plus que ça. La terre n'est pas assez ronde pour m'étourdir autant que toi. Parce qu'on est bien tous les deux, quand on est ensemble nous deux. Quelle vie on a tous les deux, quand on s'aime comme nous deux. On pourrait changer de planète, tant que j'ai mon cœur près du tien. J'entends les flonflons de la fête, et la terre n'y est pour rien. Ah oui, parlons-en de la terre, pour qui elle se prend la terre. Ma parole, y'a qu'elle sur terre, y'a qu'elle pour faire tant de mystères. Mais pour nous, y'a pas de problème, car c'est pour la vie qu'on s'aime. Et s'il y avait pas de vie même, nous on s'aimerait quand même. Car tu me fais tourner la tête. Mon manège à moi, c'est toi. Je suis toujours à la fête quand tu me tiens dans tes bras. Je ferai le tour du monde, ça ne tournerait pas plus que ça. La terre n'est pas assez ronde, mon manège à moi, c'est